Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission. Chômage, promiscuité et déception ouvrent souvent la porte à des problèmes sociaux. Raison pour laquelle, sans doute, l'auteur de ce livre, Mamadou Waly Diouf, a écrit ce roman Colobane City, le réveil de Yadikoun. Le réveil de Yadikoun renvoie à quoi, Monsieur Diouf? Bon, le réveil de Yadikoun, d'abord le réveil, je parle du réveil au 4e chapitre. Mais tout d'abord, avant le réveil, il y a d'abord Colobane City, n'est-ce pas? Nous y reviendrons d'ailleurs. Donc Colobane City, parce que moi je conçois que le livre est une ville, en ce sens que chaque phrase est un édifice bien coordonné, chaque paragraphe, n'est-ce pas, un quartier bien coordonné, n'est-ce pas, et bien rythmé. Et à partir de là, pour moi, le livre est une ville, n'est-ce pas? Alors, Colobane City, c'est la ville de Yadikoun. Yadikoun est un jeune de la banlieue, n'est-ce pas, qui, accablé par le désespoir, va intégrer le crime organisé pour y trouver le salut. Comme on dit, si on est dans le désespoir absolu, on est parfois tenté de nouer un pacte avec le diable si l'on pense que cela peut nous redonner le salut. Donc, c'est le cas de Yadikoun. Il a intégré le crime organisé en tant qu'initié, n'est-ce pas? Et cette initiation, il l'a fait en passant par un rituel. Un rituel qui veuille que tous les membres de l'organisation jurent par leur sang versé qu'ils sont prêts à donner leur vie et leur âme à l'organisation. Cette initiation était pour lui une forme d'exister dans le monde matériel parce que par cette appartenance, il pouvait avoir des gens sur qui compter et il pouvait aussi exercer une activité pas du tout reluisante qu'on ne recommande à personne, mais qu'il considérait comme étant la seule alternative. Alors, donc c'est ce choix-là, le choix d'intégrer le crime organisé, qui l'a amené à comprendre que cette initiation n'était rien d'autre qu'un sacrifice, parce que on lui assure, n'est-ce pas, son existence dans le monde matériel, on lui assure une protection plus ou moins réelle, mais en réalité, on attendait de lui juste qu'il soit un pion qu'on pouvait facilement sacrifier sur l'échiquier. Et maintenant, c'est lorsque, au 3e chapitre, les sacrifiés, lorsque ses amis, des gens que lui-même a intégrés dans le crime organisé ont été emprisonnés. Parce qu'à partir d'un moment donné, lui, il a pris du galon, n'est-ce pas? Il est devenu fétantal, mais ses amis ne l'étaient pas encore parce qu'ils n'avaient pas encore rempli cette condition qui pourrait leur donner ce grade de fétantal. Et Yadikoun, après son initiation, a vu ses amis être embastillés. C'est alors qu'il a commencé à réfléchir. Et au même moment, il y avait aussi sa petite amie, son fiancé, j'allais dire, n'est-ce pas, qu'il avait quitté parce qu'elle avait jugé qu'elle ne pouvait plus être avec Yadikoun parce qu'elle ne pouvait plus prendre le risque d'être avec quelqu'un avec qui l'avenir n'est pas certain. Parce qu'il y avait, par exemple, le risque d'aller en prison ou d'être tué. Et cela voulait dire, pour sa petite amie, pour sa fiancée Sassoum, qu'elle courrait le risque de devenir veuve s'il arrivait qu'on tue son mari, ou de s'occuper d'un mari qui est en prison et d'élever seul ses enfants. C'est alors qu'elle a posé sa condition en disant à Yadikoun que le mariage
ne pouvait avoir lieu dans la seule condition que Yadikone revienne À la vie sur le normale. droit chemin. N'est-ce pas? Bon, au début, Yadikone n'avait pas pris cette mise en garde pour du sérieux. Oui, il l'avait pris pour du sérieux, mais ça n'avait pas encore germé dans son esprit. C'était juste une graine qui avait été plantée, mais cette graine-là a germé lorsqu'on a emprisonné ses amis. Et c'est là que l'organisation lui a fait comprendre qu'on n'était pas là pour faire du social, qu'on n'était pas là pour être des faibles, n'est-ce pas, à se morfondre sur le sort d'un tel ou d'un autre. On est là pour faire des affaires et le risque à prendre, le risque ultime, c'est le risque d'être abattu. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'alarme sur des gens qui sont tout simplement emprisonnés. Et on a même planifié, l'organisation a planifié le meurtre de ses amis, n'est-ce pas, leur mort en prison. Et c'est là que Yadikone a ouvert les yeux et par cette occasion, la graine qu'avait plantée Sassoum dans son esprit a germé à cette occasion. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que les valeurs qu'il devrait avoir, ce n'étaient pas des valeurs matérielles, mais plutôt des valeurs substantielles et spirituelles. Donc, ce sont les valeurs d'amitié, les valeurs de famille, les valeurs d'amour, de reconnaissance, n'est-ce pas? Et d'où le réveil, parce que là, ça nous mène direct au 4e chapitre, le réveil. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, ce qu'il devrait, ce n'était pas d'essayer d'amasser de la fortune, mais d'essayer de devenir quelqu'un de meilleur. Et de se retrouver et de devenir la meilleure version de lui-même. Donc c'est ça. Excellent. Lorsque l'on regarde aussi le titre, Koloban est Oui. un quartier connu de Dakar. Tout à fait. Pourquoi vous avez choisi le titre Koloban City? Bon, en fait, je dois dire que déjà dans mon imaginaire, dans un premier temps, j'ai voulu faire de ce livre un référentiel pour, comment dire, faire germer l'idée selon laquelle nous devons revenir à nos fondamentaux, nous devons nous reconnecter à nos racines. Koloban me parle, parce que quand j'étais enfant, j'habitais Koloban, n'est-ce pas? Et par cette occasion, on nous racontait l'histoire de Yadikone. Nous savons que Yadikone, il habitait Koloban, et Alokagne, c'était son fief. Donc, en quelque sorte, ces trois lieux, n'est-ce pas, étaient liés dans mon esprit. C'est-à-dire que ces trois expressions, Koloban, Yadikone, Alokagne, c'était des mots qui avaient un lien, bon, peut-être pas logique, mais qui existait à mon imaginaire. Et lorsque je me suis résolu à écrire le livre, le prénom de l'un des personnages principaux, Yadikone, m'est venu par hasard. Mais lorsque ce prénom m'est venu, par cette occasion, Koloban City aussi est venu comme par enchantement ou comme par ricochet, n'est-ce pas? Et ce fut comme un effet domino. Koloban City, Yadikone et Amoul Alokagne. Yakar. Amoul Yakar. Pourquoi vous avez choisi le nom du policier, l'enquêteur, l'inspecteur Amoul Yakar dans cet ouvrage-là? Oui, j'ai choisi Est-ce Amoul un Yakar hommage que vous rendez? Bon, les deux à la fois. D'aucuns pensent que c'est un hommage que je rends à Amoul Yakar, ce policier qui est connu, ce policier incorruptible. Oui, dans un sens, on peut dire. Parce qu'Amoul Yakar, il a ce même, comment dire, état d'esprit, l'état d'esprit du policier incorruptible qui doit respecter son serment de respecter et de faire respecter la loi, n'est-ce pas? Mais au-delà même de ce personnage de Amoul Yakar, déjà son prénom a un sens. Parce que Amoul Yakar, c'est sans espoir. C'est-à-dire que c'est celui avec qui il ne faut même pas espérer lui échapper. Donc c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que, parce qu'il vient comme
celui qui va mettre fin au trafic de drogue et il est sans espoir pour les trafiquants et l'organisation. C'est dans ce sens-là que je me suis dit que le prénom du flic qui va résoudre cette enquête serait Amou Yakar pour répondre, n'est-ce pas, à cet état d'esprit du flic À sa personnalité. incorruptible, mais aussi pour dire qu'avec ce flic-là, il n'y a aucune chance pour l'organisation, elle va être démantelée. Donc c'est dans ce sens équivoque-là que j'ai choisi. Beaucoup de jeunes, à l'image de Yadikon, sortent des grandes universités bien formés, mais souvent n'arrivent pas à trouver du travail. Tentés, bien sûr, par plusieurs facteurs, soit ils versent souvent dans l'anonymat pour certains, pour d'autres dans des trafics pas du tout reluisants comme vous l'avez dit. Tout à fait. Est-ce une façon à vous, dans cet ouvrage, d'interpeller les autorités pour que ces jeunes-là puissent être recasés quelque part? Tout à fait. Merci de cette question. C'est une question qui me semble super intéressante. Ce que je vais dire dans un premier temps, c'est que d'abord, c'est une interpellation vis-à-vis des autorités, oui. Mais c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, un appel à la prise de conscience, n'est-ce pas, un appel à l'endroit des jeunes par rapport à une prise de conscience, n'est-ce pas, une prise de conscience par rapport à leur potentiel, d'où le réveil de Yadikon. Parce que Yadikon a fini par se rendre compte que le chemin qu'il a pris n'était pas le meilleur. Et il a quelque chose en lui, n'est-ce pas, qui peut le faire sortir de la situation indigente dans laquelle il se trouvait. Mais il a pris du temps avant de se reconnecter à lui-même. Et c'est lorsqu'il sait qu'il a fini par se reconnecter à lui-même en, comment dire, en prenant des valeurs, les valeurs substantielles comme les valeurs qui vaillent, c'est là qu'il s'est reconnecté à lui-même et qu'il a fait éclore son potentiel. Exact. Donc, la leçon de morale, c'est quoi? C'est de dire aux jeunes que ça ne sert à rien de se morfondre dans sa situation de victime ou de se victimiser. Ce qu'il faudrait, c'est se réveiller et de prendre un nouveau départ. Parce que dans chacun de nous, il y a un génie qui dort. Et ce qu'il nous faut, c'est de nous regarder en face et de nous dire que nous n'avons pas d'excuses. Et nous sommes les seuls responsables de notre destin. Nous sommes les seuls qui puissent changer notre destin. Parallèlement, est-ce que ne pensez-vous pas que, par exemple, les autorités publiques, j'interpelle là-dessus parce que tout simplement, on peut amortir ce fléau-là à travers peut-être la mise en place de solutions face à ces jeunes-là à la quête d'eux-mêmes, de se retrouver, de servir quelque chose à la société. Toutes les personnes n'ont pas les mêmes profils, ni les mêmes comportements, ni la même psychologie. Il y en a qui sont très forts, d'autres très faibles. Tout à fait. Est-ce, ne serait-ce que par cette différenciation de personnalité, ne devrait-on pas essayer d'apporter beaucoup plus de solutions que de résoudre des problèmes quand on sait que si les jeunes ne trouvent pas des solutions après leur formation, du travail, de l'emploi, ils sont susceptibles de verser dans une situation beaucoup plus complexe? En fait, ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas de travail, on doit devenir le travail. Et il faut comprendre que le potentiel qui dort en nous, il n'y a personne qui puisse le réveiller. Il n'y a que nous qui puissions le réveiller. N'est-ce pas? Il n'y a que nous qui pouvons le réveiller. Donc ce potentiel-là, même si les pouvoirs publics avaient mis en place, n'est-ce pas, des outils ou des programmes pour accompagner les jeunes, si les jeunes à leur niveau ne sont pas motivés à aller dans ce sens, ce serait comme une peine perdue. Donc ce que je veux dire, c'est que ça doit commencer par les jeunes, les initiatives doivent commencer par les jeunes, n'est-ce pas, et doivent retourner aux jeunes. Parce que pour moi,
ce serait de la démagogie d'interpeller les autorités, tout en sachant que ce n'est pas leur priorité. N'est-ce pas? Maintenant, ce que je peux faire, c'est agir à l'endroit des jeunes, leur dire qu'il n'y a que qui puissent le faire. N'est-ce pas? Il n'y a que qui puissent le faire. Ils peuvent attendre de l'État, mais qu'ils ne restent pas les bras croisés. Le crime organisé, l'argent facile, l'usage de stupéfiants, de la drogue, quelles peuvent en être les conséquences dans la société qui est Koloban City? Bon, vous avez vu dans Koloban City, dans certains passages, vous voyez les ravages, n'est-ce pas, que fait la drogue. Vous voyez d'abord que l'administration est corrompue, n'est-ce pas? Certaines autorités politiques le sont aussi. La jeunesse, elle est désœuvrée. J'ai parlé de cette jeunesse désœuvrée où le chômage, la prostitution, la mendicité, n'est-ce pas, l'alcoolisme et la drogue sont des fléaux avec lesquels cette jeunesse lutte tous les jours, n'est-ce pas? Et puis, ce n'est pas seulement la jeunesse de Koloban City ou la ville de Koloban City qui a ce problème. Je crois que c'est un problème mondial, n'est-ce pas? C'est un fléau auquel sont confrontées toutes les villes, toutes les grandes villes. Et voilà. Donc, moi, j'ai voulu dresser un portrait d'une ville qui est frappée par ce même fléau, n'est-ce pas? Mais en pointant par la même occasion les réalités de mon temps. Tout ceci ne porte-t-il pas le même dénominateur commun, c'est-à-dire la pauvreté, le sous-développement, la corruption notamment? Oui. Bon, en fait, la pauvreté, je ne voudrais pas trop m'appesantir là-dessus parce que je me dis que si quelqu'un est diplômé d'université, on ne peut pas le considérer comme quelqu'un de pauvre. C'est le cas de Yadikoun. Parce que quand on regarde, un diplômé d'université, c'est quelqu'un sur qui l'État a mis beaucoup de moyens pour qu'il arrive à ce niveau-là et pour qu'il ait une éducation de qualité. Exact. Donc, celui-là, on ne peut pas le considérer comme quelqu'un de pauvre. Maintenant, il peut se considérer comme quelqu'un de pauvre parce que c'est son état d'esprit qui en est à cette limite. Et il faut que l'on commence à penser autrement à la pauvreté. Justement, l'on sent dans votre écriture, dans votre approche, même dans vos arguments, que vous interpellez l'état d'esprit des gens, leur pensée, leur psychologie. Pour vous, tout se joue là-bas? Bon, en fait, moi, je me dis que le plus important, c'est l'état d'esprit. L'esprit, n'est-ce pas, pour moi, est le plus grand don que Dieu nous a fait. N'est-ce pas? Et tout se passe dans l'esprit. N'est-ce pas? Donc, c'est notre état d'esprit. Si nous changeons notre état d'esprit, nous changeons notre réalité. Si nous avons le même état d'esprit, nous avons la même réalité. Si nous voulons changer de réalité, il nous faut changer d'état d'esprit. Donc, tout n'est que question d'état d'esprit et de vision du monde. Pour moi, c'est cela. Parce que si on attend que quelqu'un vienne, par exemple, nous aider à sortir de notre situation, mais parce que nous rêvons. Parce que nous devons savoir que nous avons notre destin en main et c'est à nous de changer notre état d'esprit, de changer nos habitudes, notre discipline pour changer, n'est-ce pas, notre réalité, nous changer notre vie. Même dans la chute, c'est-à-dire le dernier chapitre de ce livre, on sent que vous interpellez également, même le titre de ce chapitre interpelle l'état d'esprit, le réveil, comme si cet état d'esprit qui dormait se réveille. Le nouveau départ. Le nouveau départ. Vous interpellez également ici la pensée de Yadikoun, mais à travers Yadikoun, la pensée de toute une jeunesse. Tout à fait. Parce que après chaque réveil, c'est le nouveau départ. Donc j'invite d'abord
les jeunes à faire ce réveil, c'est-à-dire la prise de conscience de sa propre conscience, savoir qu'on n'est pas juste là pour consommer, pour prendre ce que l'on nous donne, mais nous devons être en mesure, n'est-ce pas, de produire. Et à partir du moment où nous commencerons à produire, là, nous allons entrer dans une phase de force collective. Mais tant que nous ne produisons pas, tant que nous sommes là à consommer et à nous morfondre dans notre victimisation, là, nous sommes dans une phase de faiblesse collective. Mais force est de reconnaître, Monsieur Diouf, qu'en dépit de toute cette force psychologique que peut avoir le jeune diplômés, en dépit de cela, ils sont souvent confrontés à d'énormes difficultés, parmi lesquelles la corruption, parmi lesquelles souvent il y a ce que j'appelle le népotisme, parmi lesquels il y a le manque de respect, l'inconsidération sociale. Est-ce facile de tenir tête, de faire face à tout cela dans une société dominée par l'existence du matériel? Bon, vous savez, je vais vous dire une chose. L'obstacle est le chemin. L'obstacle est le chemin. C'est-à-dire que c'est dans le sens de l'histoire. Il faut que nous rencontrions des obstacles, n'est-ce pas? Que nous affrontions ces obstacles, que nous les dépassions pour avoir une récompense. Si par exemple nous mettons les obstacles devant nous et nous nous disons que nous ne pouvons pas avancer juste parce qu'il y a des obstacles, mais là c'est là où réside le véritable problème. Parce que moi je me dis que si ce sont les obstacles qui nous limitent, c'est parce que nous ne sommes pas déterminés à atteindre notre objectif. Parce qu'il faut que nous sachions que rien ne peut se faire, n'est-ce pas, sans une bravade des vents et marées, n'est-ce pas? Donc c'est ça. On ne peut pas accuser la corruption, on ne peut pas accuser, par exemple, le népotisme ou le manque de considération. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas ce que les autres pensent qui est important, mais c'est ce que nous pensons qu'il est. On a l'impression que vous mettez en relief, vous mettez ce jeune-là, sa conscience, sa passé, au centre de la réussite de sa vie ou bien au centre de l'échec de sa vie, selon son bon vouloir ou bien selon son attitude et son comportement. Je me dis que tout dépend de la prise de conscience de soi et du potentiel qu'on a. Et ne pas attendre que quelqu'un d'autre vienne réveiller ce potentiel en nous ou nous aider à nous en sortir. Parce que vous savez, il faut que nous prenions conscience de qui nous sommes. N'est-ce pas? Parce que ce qu'il faudrait dépasser, ce sont les diplômes, des choses de ce genre. Nous devons aller au-delà de toutes ces considérations et nous dire que ce qu'il faut, n'est-ce pas, c'est qui nous sommes vraiment. Est-ce que nous devons attendre que les autres nous déterminent? Est-ce que nous devons vivre en fonction de ce que veulent les autres? Ou est-ce que nous devons nous affirmer et faire en sorte d'exploser notre potentiel? Parce que chacun d'entre nous sait qu'il a un potentiel. Et chacun d'entre nous sait qu'il faut des sacrifices pour faire éclore ce potentiel. Maintenant, si nous abandonnons à la facilité, nous allons attendre que quelqu'un vienne nous chercher un travail. Nous allons attendre que quelqu'un vienne nous dire que voici ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Mais si nous savons, par exemple, que nous avons ce potentiel et au-delà du potentiel, nous avons cette formation, ces diplômes, mais c'est la société qui attend de nous
Mais nous ne devons plus attendre de la société. Parce que nous avons tous les outils. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les outils ne sont pas forcément matériels. Les outils les plus importants sont substantiels. Merci beaucoup. Merci à vous. Waly Diouf. L'on me signale à vous. que c'est la fin de l'émission. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, madame, messieurs. Merci, M. Top. Merci d'avoir suivi cette émission. Ce livre est également disponible aux éditions L'Harmattan Sénégal et sur Amazon. À la prochaine.